Bonjour et bienvenue à cette capsule sur le calcul différentiel multivariable qui va nous préparer pour l'analyse des champs scalaires et vectoriels qu'on rencontre si souvent en physique. Il s'agit donc d'un guide de lecture pour le Greenberg chapitre 13, en particulier l'introduction et les préliminaires pour comprendre les définitions de base, mais surtout 13.3 qui parle des dérivées partielles et 13.4 qui parle des dérivées totales. Pourquoi est-ce qu'on veut parler des dérivées des champs, des dérivées des champs scalaires, des champs vectoriels? Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Bien, vous en connaissez probablement au moins un exemple. Les équations de Maxwell sont en fait des équations différentielles qui s'appliquent sur des champs. Par exemple, le champ électrique, le champ magnétique, qui sont définis partout dans l'espace et en tout temps. Bien, on a des équations différentielles qui relient la dépendance en temps à la dépendance spatiale de l'autre ou la dépendance spatiale de un versus la dépendance temporelle de l'autre. Un autre exemple est l'équation de Transmor de Boltzmann, qui a l'air particulièrement compliquée quand on la regarde comme ça, mais qui va chercher tous les concepts importants en algèbre vectorielle. Les termes de source, les termes de gradient, les termes de force, un terme de collision, des champs vectoriels, des champs scalaires. Donc tout ce qu'on apprend aujourd'hui va nous permettre de bien comprendre ce genre d'équations-là plus tard. Mais c'est quoi exactement un champ scalaire? Bien, pour nous, ça va être une fonction qui est définie partout dans l'espace dans lequel on vit, en 1D, en 2D, mais fort probablement la plupart du temps en 3D. Des exemples? La température. La température, c'est un scalaire qui est défini en tout point de l'espace. La pression, la densité de l'air, toutes des choses qui sont définies partout dans l'espace. Le potentiel gravitationnel, le potentiel électrique, l'indice de réfraction, puis même la densité d'électrons dans un matériel. Tout ça sont des fonctions ou des champs scalaires définis partout dans l'espace. On peut les représenter de différentes façons. Par exemple, un champ scalaire en 1D, on utilise un graphe cartésien qu'on a souvent vu, où on va tracer la dimension indépendante, comme l'axe des x, par exemple, à l'horizontale, et la valeur de la fonction à la verticale. Si on a un champ scalaire en 2D, on peut représenter dans le plan 2D la fonction en utilisant la couleur comme la valeur de la fonction en ce point-là. Pour simplifier ou pour faciliter la visualisation, souvent, on va mettre des lignes qui vont relier les courbes de même niveau. Donc, si la valeur du champ est la même sur une ligne, on va mettre une ligne pour bien le représenter. On peut aussi représenter en 3D un champ scalaire qui est lui-même en 2D. Par exemple, sur le graphique ici, on voit que la hauteur de la courbe représente la valeur de la fonction aux positions x et y. On peut aussi ajouter une couleur en plus pour faciliter la visualisation. Mais qu'est-ce qu'on fait si le champ est en 3D? Pour représenter un champ en 3D, il faut être un petit peu plus créatif. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est d'utiliser une sphère. La grosseur de la sphère représente la valeur de la fonction en ce point-là. On peut aussi utiliser la couleur, où la couleur est la grosseur de la sphère, mais au final, ce qu'on veut, c'est bien montrer que la fonction, ou le champ, est défini en tout point de l'espace, puis on veut représenter sa valeur en chaque point. Pour les champs vectoriels, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une flèche qu'on va dessiner à chaque endroit qui nous intéresse, puis la direction de la flèche va être la direction du vecteur en ce point-là, et on va utiliser un code de couleur pour représenter la force du champ ou l'amplitude du champ. Et puis, il y a toutes sortes de champs vectoriels. Il y en a qui sont radiaux, il y en a qui tournent, comme le champ qui est représenté ici,
où on a des expressions qui sont relativement simples, mais qui peuvent donner des champs qui sont très riches à regarder. En utilisant différents trucs mathématiques, on va pouvoir caractériser ces champs-là. Comme par exemple, on va voir que ce champ-là a un rotationnel qui est non nul. Et dans l'étude de ces champs-là et de leurs propriétés, on aura des opérateurs qui vont être très fréquents, qui vont être omniprésents. Donc, l'opérateur gradient, l'opérateur divergence et l'opérateur rotationnel. Mais avant de se lancer dans des calculs avec ces opérateurs-là, on doit d'abord bien comprendre les différentiels partiels et les différentiels totals. Donc, notre objectif pour aujourd'hui va être relativement simple, être capable de calculer des dérivées partielles et des dérivées totales de fonctions à plusieurs variables. On en aura besoin pour faire de l'analyse plus complexe plus tard dans le chapitre 14, 15 et 16, mais pour l'instant, on se concentre à calculer des dérivées. Dans votre lecture de la section 13.2, vous allez arriver à 3 notions importantes. Premièrement, il y a la notion de distance qui est définie comme étant finalement la distance euclidienne normale, donc la racine carrée des carrés des différences des composantes. Ensuite, la notion de voisinage qui nous permet de parler des points qui sont qui sont dans l'environnement d'un point particulier, donc qui est à une distance inférieure à une certaine valeur donnée. Ça va nous aider à bien définir les limites. Puis ensuite, il y a la notion de continuité et de limite qu'on va regarder à l'instant. Vous savez déjà comment prendre des limites. Vous avez fait les limites en une dimension, fort probablement. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers x' est égal à L, ça veut dire quelque chose. Mais là, maintenant, on va faire la limite de f de x où x est un vecteur. Ça sera quand x se rapproche de x'. C'est différent de la limite en une dimension parce qu'on peut approcher un point de différentes directions. Ce n'est pas seulement un point en une dimension, c'est un point en plusieurs dimensions, puis ça va avoir de l'importance. Pour la continuité, on a une expression qui est similaire. Une fonction est continue si la limite lorsque x s'approche de x' est telle que f de x est égal à f de x'. Encore une fois, en plusieurs dimensions, on aura la limite d'une fonction de fx vecteur qui va être égale à la fonction de x', mais on peut approcher le point de différentes façons, de différentes directions. Donc ça aussi, ça va avoir de l'importance. La chose très importante à se rappeler, c'est qu'une limite est unique. Si une limite n'est pas aussi, un calcul donne une valeur qui n'est pas unique, ben il n'y a pas de limite. Puis, dans notre cas, pour les fonctions qui vont nous intéresser souvent en physique, on aura très souvent des fonctions qui seront continues avec des dérivées continues, même si ce n'est pas toujours le cas, ça va souvent être le cas dans les problèmes qui nous intéressent. Si on regarde, par exemple, la limite de f de x est égale à 1 sur x, ben, lorsque x tend vers l'infini, quelle est la limite? Ben, la limite, c'est 0. Mais lorsque x tend vers 0, c'est quoi la limite? Ben, on voit quand on l'approche par le 0 positif, on obtient plus l'infini, alors que si on l'approche par les x négatifs, on a moins l'infini. Mais dans le cas ici, la limite de la fonction n'est pas définie lorsque x tend vers 0 parce que la limite n'est pas unique. Pour les différentiels partiels, vous connaissez déjà les dérivées. Donc, quelle était la dérivée? La dérivée, c'était la pente d'une fonction par rapport à la variable par rapport à laquelle on dérivait. Ben, dans les fonctions multivariables, les dérivées partielles, ça va représenter la variation ou la pente d'une fonction selon une variable en particulier. Donc, dans le cas ici, si on a une fonction f et on prend sa différentielle partielle ou sa dérivée partielle par rapport à x, c'est la limite
de la fonction un petit peu en avant de x0 moins la fonction ax0, y0, est divisé par la valeur de delta x. Donc, c'est une limite et ça représente la tangente. C'est la même chose pour la direction des y. Ça va être une limite à mesure qu'on réduit delta y entre deux points, la variation de la fonction entre deux points à mesure qu'on réduit delta y. On peut évidemment calculer la deuxième dérivée d'une fonction. On va utiliser la notation raccourcie f petit x pour dire la deuxième dérivée de f par rapport à x, ou f(y) pour la deuxième dérivée de f par rapport à y. Un cas particulier qui va nous intéresser un tout petit peu, c'est f de xy et f de yx qui représentent la deuxième dérivée d'abord par rapport à x, ensuite par rapport à y. Mais on va voir que lorsqu'une fonction est continue autour d'un point, la dérivée partielle, la deuxième dérivée partielle f de xy et f de yx seront égales. Qu'est-ce que ça représente vraiment la deuxième dérivée? La deuxième dérivée d'une courbe, c'est sa concavité ou la pente de la pente. Donc, par exemple, si on regarde la courbe bleue, la pente est originalement négative, mais à mesure qu'on avance en x, on voit que la pente devient de plus en plus grande. Donc, la pente augmente, ce qui fait que la deuxième dérivée est positive. Au contraire, pour la courbe rouge, on voit que la pente est originalement positive, mais plus on avance, plus la pente devient négative, donc la courbure ou la concavité est négative et la deuxième dérivée est négative. Regardons des exemples. Le premier exemple avec une fonction f de xy qui est égale à x plus y, on peut calculer 6 dérivées, 2 dérivées premières et 4 dérivées deuxièmes. On a la dérivée de f par rapport à x qui nous donne la dérivée de x par rapport à x plus la dérivée de y par rapport à x. On obtient que la dérivée de x par rapport à x, c'est 1. Et la dérivée de y, qui est une variable indépendante de x, donne 0. Donc, la dérivée totale, la dérivée de f par rapport à x est égale à 1. La dérivée deuxième, c'est la dérivée de f de x par rapport à x. On obtient la dérivée de 1 par rapport à x qui nous donne 0. On continue avec la dérivée de f par rapport à y qui nous donne maintenant 1 et les autres dérivées qui nous donnent rapidement par observation 0. Un deuxième exemple un peu plus compliqué, on a une fonction de deux variables, f de xy, qui est égale à x fois sinus de x y carré. La première dérivée de f par rapport à x, la dérivée partielle, c'est donc égal à la dérivée partielle de x sin x carré. C'est un produit parce qu'on a x, une fonction de x qui multiplie une autre fonction de x. Donc, on fait la loi de la dérivée d'un produit. On a la dérivée de x par rapport à x fois sin x y carré plus x fois la dérivée de sin x y carré par rapport à x. On obtient sin x y carré plus x fois la dérivée partielle de sin x carré divisé par sin x carré dx, c'est cosinus de xy carré fois la dérivée de l'argument par rapport à x qui nous donne y carré. Donc, on a sin xy carré plus xy carré fois cosinus xy carré. Pour obtenir la dérivée deuxième de f par rapport à x et y, on peut utiliser le résultat précédent et faire la dérivée partielle de fx par rapport à y. On obtient la dérivée partielle de notre résultat précédent, sin xy carré plus xy carré cosinus xy carré.
Encore une fois, on a la dérivée de un sinus et son argument. Donc, on a cosinus xy carré multiplié par la dérivée de l'argument par rapport à y, qui nous donne 2y fois x. Ensuite, on a xy carré plus cosinus xy carré. C'est un produit de deux fonctions qui dépendent de y. On doit donc faire la dérivée du premier, donc la dérivée de xy carré par rapport à y, qui nous donne 2xy fois cosinus xy carré. Et ensuite, la dérivée de cosinus xy carré, qui nous donne moins sinus xy carré, fois la dérivée de l'argument, qui nous donne 2xy fois xy carré. Et la deuxième partie du chapitre qui est importante, c'est par rapport aux dérivées en chaîne multivariable ou les différentiels totales, les dérivées totales. Donc, si on a une fonction qui dépend de xy et que ses dérivées sont continues dans une région d'intérêt et que les deux variables x et y sont en fait fonction d'un autre paramètre, par exemple t. Alors, la dérivée de la fonction petit f de x de t et de y de t, qui est une nouvelle fonction f, grand F de t, est donnée par le différentiel, la dérivée totale de f par rapport à t, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x, fois la dérivée totale de x par rapport à t, plus la dérivée partielle de f par rapport à y, fois la dérivée de y par rapport à t. Si on regarde un exemple simple, on a une fonction f de x qui est sinus de x, et x est en fait une fonction de t et il est égal à t carré. Donc maintenant, si on fait f de x de t, on obtient sinus de x de t. Et si on remplace x par t carré, on a sin de t carré, qui est maintenant une nouvelle fonction grand F de t. C'est important parce que f, petit f de x, c'est le sinus de son argument, sinus de x. Quand on le met en fonction de t, on a une nouvelle fonction parce que c'est pas maintenant, c'est plus sin de x ou sin de l'argument, mais bien sin du carré de l'argument. Donc ça, c'est maintenant grand F de t. Maintenant, la dérivée de f par rapport au temps est égale à la dérivée partielle de f par rapport à x fois la dérivée de x par rapport au temps. On obtient cosinus de x fois 2t, qui donne donc 2t cosinus, et on remplace x en fonction de t, et on obtient cosinus de t carré. C'est extrêmement important de remarquer que lorsqu'on remplace x par l'expression en fonction de son paramètre t, la fonction, c'est pas f de t, c'est une nouvelle fonction grand F de t. Parce que si, par exemple, on a f de x qui est x carré et que x est un sinus, bien, quand je remplace f de x de t, j'obtiens une nouvelle fonction de t qui est différente de la fonction originale. Parce qu'avant, on avait que la fonction f prenait le carré de son argument, alors que la fonction grand F de t est maintenant le carré du sinus de son argument. Ce n'est pas petit f de t qui est égal à t carré. C'est extrêmement important pour la notation et c'est un aspect formel à ne pas oublier pour l'ensemble des exercices et des examens. N'oubliez pas d'aller lire le Greenberg et de faire des exercices.